48 heures après le naufrage, le président Abdoulaye Wade évoque des responsabilités individuelles et nomme une commission d'enquête. Le ministre des Armées et celui des Transports sont limogés, suivis 11 mois plus tard par le chef d'état-major des armées. L'armée quand même a un mode de fonctionnement qui n'est pas similaire au mode de fonctionnement traditionnel de l'administration générale. Le ministre des Forces armées ne commande pas l'armée. Et ça, je pense qu'il faut aussi que les Sénégalais le sachent. Celui qui commande l'armée, c'est le chef d'état-major général des armées. Donc, je ne peux pas m'adresser en tant que ministre des Forces armées, disons, à tel commandant de bataillon. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Le chef d'état-major, il va à Saint-Louis présider une cérémonie de passation de pouvoir, fuyant ses responsabilités. Les deux ministères incriminés diligentent des enquêtes internes. Elles sont publiées 5 jours après le naufrage. Le rapport du ministère des Transports énumère des fautes graves commises à bord du Joola et accable l'armée. Les véhicules embarqués n'étaient pas arrimés. Les radeaux de sauvetage non fixés au départ du Joola du port de Ziguinchor. Cette méthode de navigation défiant toutes les normes de sécurité maritime n'offre aucune visibilité dans la gestion de la capacité du ferry. Ce navire-là a été géré par le port à l'époque. Dans un deuxième temps, l'État avait décidé de retirer le navire du port et de le confier à l'armée. Ça, c'est réel, c'est connu. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des tiraillements et autres? On en a parlé, mais je ne peux pas vous dire de façon précise s'il y en a eu, oui ou non. L'armée, elle, fait son mea culpa dans un rapport publié également le 1er octobre 2002. La confirmation du naufrage du bateau le Joola aux environs de 7h45 le 27 septembre 2002. La vacation de minuit ne s'est pas produite. Jusqu'à 7h le 27 septembre, aucune action d'envergure n'a été prise. Voilà les premières conclusions. Toutes ces négligences dans la chaîne de commandement du Joola, de la Marine nationale et de l'armée de l'air ont été des éléments déterminants dans le naufrage du bateau et de l'efficacité des opérations de sauvetage d'éventuels rescapés. Après les calculs qui ont été faits par nos experts, il y avait à peu près 1220 passagers. Autre élément qui n'a pas arrangé les choses, évidemment, c'est qu'à partir du moment où le bateau avait tendance à s'incliner, disons les véhicules, vous aviez par exemple des camions qui étaient à l'intérieur. Bon, vous aviez également, par exemple, des véhicules légers, etc. Tout ça, si vous voulez, a ripé du même côté. Et c'est ça qui a fait que, malheureusement, comme cause directe, les choses sont allées très vite. Le 5 novembre 2002, le rapport officiel d'enquête sort. Il accuse les deux tutelles du Joola. Concernant la marine marchande, ces services ont accompli avec peu de rigueur les missions qui leur étaient dévolues. Le rapport du 26 septembre 2002 mentionne que les prescriptions relevées n'étaient pas de nature à immobiliser le navire. La responsabilité de la Marine nationale est engagée, car il n'y avait aucun certificat de sécurité en cours de validité à bord. Vous savez, le président Wade a été très en colère contre l'armée et son ministre de la Défense. Il est préférable d'avoir le contact direct avec le président Wade et d'éviter son entourage. Celui-ci n'a pas forcément envie de tout savoir sur la tragédie, il veut l'oublier. Aussitôt après la publication du rapport d'enquête officiel, le président Wade désapprouve ses conclusions. Il ordonne à la commission de continuer ses investigations afin de désigner des coupables. J'ai noté, malheureusement, que votre rapport a évité de citer des noms. J'estime que la notion de cause de l'événement n'exclut pas les responsabilités individuelles, bien précises. Je souhaiterais que vous repreniez ce travail. Et à l'unanimité des membres de la commission, nous avons considéré que la réponse qu'il fallait faire était celle-là. Donc on ne pouvait pas statuer à charge et à décharge. On ne peut pas non plus désigner des membres des coupables à partir du moment où des dispositions pertinentes du rapport d'enquête, il ressortait carrément des noms à travers les institutions que nous avions visées.
On a situé les responsabilités, hein, ça, je crois que vous avez suivi les sanctions qui ont été prises pour tout ce qui est impliqué. De près ou de loin, tout le monde y est passé, hein, tout ce qui avait une quelconque responsabilité. Hein. Je considère que le gouvernement n'a pas assumé pleinement ses responsabilités. Après que le président de la République lui-même ait reconnu publiquement, solennellement, devant la nation, que c'est l'État du Sénégal qui est responsable du naufrage du bateau le Joola. Les 2 ministres qui ont été démissionnés ont été repris. Ils sont sortis par la porte, ils sont revenus par la fenêtre. Le ministre des Transports, aujourd'hui ministre conseiller du chef de l'État, chargé des questions de NEPAD. Le ministre de la Défense, à l'époque des Forces armées, qui gérait donc ce bateau, est aujourd'hui patron de la société qui s'occupe justement de transport maritime. Après avoir analysé tous les rapports reçus, rapports techniques, rapports administratifs, il ne fait aucun doute que le fait qui a causé le naufrage est lié à la conjonction que voici, 1863 passagers dans un bateau qui ne pouvait en recevoir que 550, une tornade terrible et le fait que tous les passagers pour l'essentiel se sont déportés d'un côté avec la violence du vent et que c'est cela qui a entraîné que le bateau se soit couché sur un flanc et qu'il ait sombré. Voilà le fait générateur au plan pénal du naufrage du Joola. Si on peut classer le dossier sans suite relativement au délit d'homicide involontaire, il y a le délit de non-assistance à personne en danger qui subsiste et que le procureur de la République ne peut en aucune façon classer ce dossier sans suite. Ceux-là qui nous dirigent voulaient lui dire que vos enfants sont morts et ceux qui sont chers à d'autres, ça ne représente rien du tout. C'est pas un problème. Il ne faut plus en parler. Il ne faut même plus essayer de voir comment ça s'est passé. Il faut le passer en perte et profit. En tant que père, c'est comme ça que je l'ai senti. Je comprends que ceux qui n'ont pas des connaissances juridiques et judiciaires par rapport à l'imputabilité à l'occasion d'un dommage puissent penser que dans une affaire comme ça, on peut poursuivre beaucoup de monde. Malheureusement, ce n'est pas comme ça que fonctionnent les tribunaux. Et heureusement d'ailleurs, dans le monde, il faut que l'on poursuive quelqu'un qui a un lien établi, ce qu'on appelle imputable, avec le dommage. Eh bien, dans le cas du bateau le Joola, je regrette de le dire, parce qu'il s'agit de quelque chose que l'on dit sur quelqu'un qui n'est plus là, eh bien, c'est la responsabilité du commandant de bord qui est engagée. Maintenant, la responsabilité civile de l'État est totalement engagée, et c'est pourquoi depuis lors, le chef de l'État a instruit le gouvernement, et il veille lui-même pour que l'État s'acquitte de l'ensemble de ses obligations par rapport aux familles des victimes. Quand j'ai appris par les ondes que l'État sénégalais a mis fin à la poursuite parce que le commandant est supposé mort dans ce bateau, j'étais déçu. J'ai reçu 100 000 francs CFA et 4 sacs de riz. J'ai eu l'engagement de recevoir 5 millions par personne décédée. Puis Wade a dit 10 millions. Mais en fait, c'est 5 millions qui a été retenu. Pour l'instant, ce que j'ai reçu de la part du gouvernement, c'est à part les 100 000 francs qu'on nous a donnés, plus 4 sacs de riz. C'est tout. C'est tout. Puisqu'il s'agit de morts, il s'agit de perte de vies humaines, je n'aime pas trop parler de problème d'indemnisation. Quand on sait qu'une vie, on ne peut pas la payer. Il y a des choses que les gens me disent qui me blessent, comme par exemple le cas de l'indemnisation. Les gens me parlent d'indemnisation. L'État ne devait pas vous indemniser parce que vous êtes des rescapés. Parfois, on nous dit que l'État ne devait pas vous indemniser au même pied d'égalité que les morts. Nous versons actuellement 5 millions, c'est un acompte. Mais la somme totale pour chaque victime, c'est 10 millions. Il y a un an, le gouvernement, par le biais du chef de l'État, a effectivement
promis d'indemniser toutes les familles des victimes. Jusque-là, on s'accroche effectivement à sa promesse. Monsieur le Président, vous avez tenu des promesses là à l'égard des naufragés. Jusqu'à l'heure, actuellement, nous n'avons rien vu. Et aujourd'hui, à l'heure des indemnisations, on demande encore d'autres dossiers qui disent qu'il faudrait compléter ces dossiers. Moi, je crois que si, par exemple, il y avait des dossiers qu'ils devaient compléter, ils auraient pu nous le dire avant. Mais je crois que c'est un tâtonnement du côté de l'État. Et je crois qu'il n'y a pas de respect à la mémoire de nos victimes. Je crois que s'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour nos victimes, ils n'ont qu'à nous laisser porter nos deuils tranquillement et que ces derniers reposent en paix. Il faut savoir que nous avons visité les 2 tiers arrière du bateau, puisque les passerelles, les cabines et tout ça étaient fracassés, étaient cassés. Donc il ne restait plus que la coque, la quille du bateau. Nous avons visité la salle des bagages, la salle de garage et environ les 2 tiers arrière, juste en allant vers l'avant. Mais jusqu'à présent, la partie avant qui représente la soute qui représente la 3e classe n'a pas été visitée. Hein. Nous n'avons pas les moyens techniques pour aller jusque-là. Le renflouement du bateau s'avère très difficile, quasi impossible, et ce qu'on risque d'en tirer risque, je pense, pas réconforter les familles, voire même plus les traumatiser qu'autre chose, et risque de générer encore plus de mal et de retour en arrière, quelque chose de vraiment trop morbide et très difficile psychologiquement. Mais par contre, le renflouement du bateau aurait été possible quelques jours après, et même peut-être une semaine ou 2 après. Il aurait été beaucoup plus efficace parce qu'on aurait remonté le bateau dans l'état, les corps, on aurait pu les restituer, les identifier plus efficacement avec des équipes médicales, on aurait pu restituer des affaires. On n'a pas de souvenir, on n'a rien. Pas une tombe, pas un bagage, rien. Moi, j'aurais retrouvé son corps, je l'aurais enterré dans un cimetière, je serais un peu consolé quelque part, je pourrais aller me recueillir sur sa tombe. À l'heure où je vous parle, je ne parviens même pas à rester une seconde sans autant penser au corps de ma fille. Des fois, je m'endors difficilement là-dedans. Ce qui me traumatise actuellement, c'est à cause de ça. Je voudrais vraiment, ce souhait-là, c'est de retrouver le corps de ma fille. Là, moi, je sais que ça fait mal, mais en fait, ça me fait un peu plaisir. Les autres nous regardent comme si nous étions des étrangers. C'est comme si nous venions d'un autre monde. C'est comme si nous ne sommes pas des personnes naturelles. À chaque fois, quand quelqu'un t'invite avec une personne de façon naturelle, mais dès qu'il sait que tu es un rescapé, il te regarde, il prend une distance et il te regarde de nouveau. C'est comme s'il venait juste de faire ta connaissance. Aujourd'hui, les gens me regardent comme un génie, comme si quelqu'un qui a un pouvoir surnaturel. Oui. Je suis le seul survivant de mon village. Et ça me pose des problèmes, un tas de problèmes pour me rendre au village. Parce que, puisque j'étais avec des personnes, nous sommes partis ensemble, ils ne sont plus revenus. Je ne sais pas quel est le regard que les gens de mon village auront de moi. C'est aujourd'hui que j'ai le plus mal. Depuis le naufrage, j'ai perdu ma femme, mes enfants, sans compensation. Il suffit que l'on parle du bateau pour que tout ressurgisse. On est tous blessés. On ne s'en remettra jamais totalement. Et je serai toujours, c'est pas aujourd'hui que ça s'arrête, je serai toujours un témoin de l'événement.
Et ça, jamais je pourrais enlever cette veste-là que j'ai endossée cette nuit-là sur le bateau. Personnellement, je le disais, je le répète, j'aurais du mal à me mettre devant le carcan du Joola. Ça me ferait un peu mal. J'avoue que si on le fait sortir, je ne m'approcherai pas parce que j'ai vu dans quelles conditions les hommes ont perdu leur vie. C'est comme si je partais pour revoir la même chose. Donc personnellement, je n'aurais pas aimé que... je ne souhaite pas que le bateau soit tiré des fonds des océans. Mais si cela fait du bien à ceux-là qui n'ont pas retrouvé leur corps, à ceux-là qui n'ont pas retrouvé leurs proches, bon, il n'y a pas de problème, on peut le tirer. Je vous jure, le truc c'était difficile. C'est difficile et nous, jusqu'à présent, on ne peut pas oublier. Moi, personnellement, j'arrive pas à oublier cela. Dès que je me couche, il fait sombre, je pense au bateau. Je ne fais pas de cauchemar. Je ne fais pas trop de cauchemars aussi difficiles, mais quand même, j'y pense tout le temps. Dès qu'il fait sombre, ça me rappelle le bateau. Le silence du bateau, quand je suis sorti du bateau. Dès qu'il y a des cris, par exemple, un cri brusque, dans la rue, quelqu'un qui crie, qui affronte quelque chose, une difficulté, qui crie, ça me rappelle automatiquement les cris des gens dans le bateau. Même pendant l'anniversaire, nous sommes partis à Ziguinchor. Mais c'était difficile, là-bas au cimetière. Les gens s'y criaient. C'était exactement comme nous quand on était dans la mer. Quand les gens s'y criaient, c'était le même cri que j'entendais. On a le même cri, ça nous rappelle. Ça nous rappelle, c'est vraiment difficile. Moi, ce que je souhaite à Dieu, qu'un truc pareil ne nous arrive plus jamais. Plus jamais. Car on a vécu un événement très difficile. C'était très difficile. C'était très difficile. Voilà, Monsieur le Président, tous ces témoignages que nous avons rassemblés. On va revenir sur un certain nombre de dossiers. La situation judiciaire. Donc l'action de la justice est éteinte parce qu'elle visait directement la personne du commandant. Pour autant, il y a de nombreuses familles de victimes, que ce soit en France ou dans d'autres pays, qui se demandent si d'autres actions judiciaires sont encore possibles ou s'il va falloir qu'elles aient recours à des tribunaux internationaux. Oui, je voudrais d'abord vous dire que, en tant que président de la République, je suis tenu par le respect de la séparation des pouvoirs. Et s'il y a une décision, un jugement du tribunal ou d'une juridiction, je suis obligé de la respecter, de ne pas la mettre en cause. Mais il ne s'agit pas de ça dans le cas actuel. Il s'agit du procureur de la République qui a été saisi de plainte et qui a considéré que les éléments d'un délit n'étaient pas rapportés et qu'il n'y avait pas lieu à poursuite. Je voudrais justifier pourquoi je vais donner mon opinion. Vous êtes trop ancien juriste pour ne pas savoir qu'il y a d'autres recours possibles. Oui, mais justement, j'y arrive. Mais il faut d'abord que j'explique, parce que je ne voudrais pas qu'on dise que je suis intervenu dans un domaine alors que la Constitution me l'interdit. C'est pourquoi je suis obligé de donner cette justification. Pour dire pourquoi je vais dire ce que je vais dire à l'instant. Il n'y a pas eu, à ma connaissance, à l'époque, avant que le procureur n'ait statué, une plainte pour refus de porter secours à personne en danger. Ça, c'était un autre délit, et l'avocat qui a parlé tout à l'heure a parfaitement raison. Cela aurait dû faire l'objet d'autres poursuites. N'est-ce pas? Cela n'a rien à voir avec l'appréciation de la question de savoir est-ce que quelqu'un a commis un acte qui a immédiatement engendré mort d'homme ou blessure. Par conséquent, cette porte reste encore ouverte à mon avis. Même, je crois même qu'il y a eu une voie de recours contre la décision de classement sans suite. Je voudrais dire ensuite la deuxième erreur que l'on commet dans l'opinion, c'est que la clôture de l'action pénale n'arrête pas pour autant les actions civiles. L'action civile pour la réparation d'un préjudice, ce qui est le plus important pour une victime, c'est ça. Le pénal, c'est du ressort du procureur de la République et de la société, de l'État
qui sanctionne des délits. Cette action civile, qui est de 30 ans en France, est ici de 10 ans. Donc, une victime peut toujours aller au tribunal pour demander la réparation de son préjudice. Mais si vous m'avez compris tout à l'heure, j'ai dit, je voulais éviter aux victimes d'aller plaider parce qu'il n'est pas sûr qu'elles puissent gagner à 100%. Oui, mais c'est très ambigu ce que vous dites là. Parce que, Monsieur le Président, pardon, mais d'une certaine manière, est-ce que les familles de victimes peuvent pas se dire, mais au fond, ils nous accusent, ça serait de notre faute? Attendez, je suis avocat de profession. Je dis simplement que le fait pour une personne de trouver, par exemple, un train qui a un nombre limité de passagers et de s'engouffrer là-dedans, ou un avion au-delà. J'ai bien compris. Mais c'est une faute. Ils n'ont pas de billets, ils sont responsables. C'est une faute. Quelqu'un qui rentre dans un navire sans billet, c'est une faute. Mais vous comprenez que c'est dur à dire à des familles de victimes. Attendez. Justement, moi je suis venu au secours des victimes en leur disant, j'admets que l'État est responsable, alors que ce n'est pas évident. Il n'est pas évident que l'État soit totalement responsable. L'État est responsable, mais ce n'est pas évident. Et nous allons le voir en France, lorsque les gens iront devant les juridictions. Moi, je suis venu au secours des victimes, pour leur éviter ce débat en leur disant, j'accepte ma responsabilité. N'allez pas plaider, ça ne sert à rien. Je vous fais gagner du temps. Maintenant, discutons simplement sur le montant de votre réparation. Vous comprenez? Donc, moi, je ne suis pas contre les victimes. Je suis venu au secours des victimes. Alors, maintenant, s'agissant des sommes dérisoires qui ont été annoncées, oui. Pas de confusion. Il y a eu des contributions de Sénégalais, d'étrangers, d'émigrés, etc. Mais ce sont ces sommes de premier secours qu'on a distribuées. Ça n'a rien à voir avec les réparations. Les réparations, après une discussion avec les parents des victimes, l'association des parents des victimes, le Premier ministre avait décidé, avait accepté la réparation sur la base de 5 millions par victime, sans chercher à savoir s'il s'agissait d'un bébé ou d'un cadre de l'administration ou de la société, etc. On a voulu réparer tout ça. M. Seck qui avait annoncé ça. Il y a eu un recours auprès de moi. J'ai demandé aux associations de victimes, combien estimez-vous votre préjudice? Ils m'ont dit 10 millions par personne. J'ai dit, je suis d'accord. Je n'ai pas marchandé. Comme quoi, à chaque fois, il faut mieux s'adresser à Dieu qu'à ses saints. Ah oui, mais je ne suis pas Dieu. Si j'ose dire. Hein? Et donc, j'ai dit, c'est ça votre préjudice, je suis d'accord. Hein? Donc, j'ai accédé à leur demande. Personne ne peut dire, voilà, notre préjudice était plus important que ceci ou cela. Alors, je voudrais dire maintenant une chose. Vous avez fait allusion à des gens qui veulent faire des procès. Mais, je dis, moi, je vous dis que je suis responsable, l'État. Vous voulez quand même faire un procès, ben allez-y. Mais à vos risques et périls. Si quelqu'un me fait un procès en France, la procédure, les accords judiciaires entre la France et le Sénégal, ça c'est des choses qui existent. Moi je donnerai le dossier à des avocats. Mais ça durera des années, des années. Oui, ben exactement. Les juges français statueront d'abord, est-ce qu'ils sont compétents? Première question. C'est le procureur d'Ivry qui pour l'instant est saisi. Oui, bon, le procureur, oui, mais le procureur a son point de vue, mais le tribunal d'Ivry c'est autre chose. Donc le problème de la compétence sera soulevé. Bon. Et d'autres questions comme la responsabilité justement des victimes, qui doit entrer pour 10%, 20%, etc., etc. Ça c'est un autre point. Dès l'instant où on fait du droit, on ira devant les tribunaux et les tribunaux apprécieront. Mais je n'ai pas voulu justement de débat judiciaire parce que je voulais venir au secours des victimes. Alors, vous avez évoqué la situation judiciaire, l'indemnisation, le renflouement, Monsieur le Président. Quel est votre sentiment entre ceux qui disent si aujourd'hui, un an après, on renfloue ce navire pour quelques 3 millions d'euros à peu près, je crois, plus que ça. Est-ce que ça ne va pas raviver les plaies ou est-ce que ça permettra à certains de faire leur deuil? Quelle est votre position? Justement, je vais vous donner ma position dans cette affaire-là. Lorsque le problème du renflouement s'est posé, je me suis dit d'abord, nous au Sénégal, on va renflouer le bateau. Tout de suite, tout de suite. Et dans les heures qui suivent, dans votre idée, il fallait le faire. Il fallait le faire. Et nous avons contacté des Hollandais. Il y a une société hollandaise qui... Ils nous ont demandé plus d'1 milliard. Je veux dire, nous n'avons pas cet argent. Donc, on a continué à discuter. Et puis, certains disaient, ça va
créer un traumatisme qui sera encore beaucoup plus grave, qui va laisser des séquelles sur les victimes et même sur des personnes, des tierces dans cette affaire-là. Alors il y a eu cette discussion. Parce que moi, ce que je voulais, c'est que le bateau soit renfloué et qu'il soit mis sur la plage, n'est-ce pas, et que l'on puisse venir le voir, notamment les parents de victimes et tous les Sénégalais, comme une sorte de fixation, de matérialisation des conséquences de notre comportement. C'était ça que je voulais. Que chaque fois qu'un Sénégal passe là, il dit, ça c'est arrivé. Parce que quelque part, j'ai commis une faute. Alors sur le renflouement. Alors, non, mais nous y arrivons. Sur le renflouement, les choses se sont compliquées avec le temps. Et quand j'ai reçu les victimes européennes, des victimes hollandaises, qui ont eu un comportement que je salue, vraiment parce qu'elles ont tenu à collaborer avec des victimes sénégalaises dans une atmosphère extraordinaire de fraternité. Quand elles sont venues me dire qu'elles avaient eu des contacts avec des députés européens qui disaient qu'ils étaient en mesure de faire renflouer les gars, je leur ai dit, écoutez, vous prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Les psychologues, les psychanalystes m'ont dit que cela pourrait provoquer des chocs extrêmement importants, mais enfin, si les victimes, pas seulement vous, n'êtes pas les seuls, si l'ensemble des victimes, à travers leurs associations, me disent nous voulons renflouer ce bateau, eh bien, je suis tout à fait d'accord pour que le bateau soit renfloué. Mais, je dois vous dire que ces victimes hollandaises, après, ont hésité. Mais j'ai rencontré hier, n'est-ce pas, à Strasbourg, les députés européens qui m'avaient écrit une lettre pour me dire si vous en êtes d'accord, nous pouvons demander au Parlement européen et des amis, etc., de conjuguer leurs efforts pour renflouer le bateau. Je dis donc ma position est très claire. Renflouement du bateau, je suis d'accord, à la seule condition que les parents des victimes le demandent. Parce qu'il faudra qu'elles assument après, n'est-ce pas, les conséquences. Parce que, Monsieur le Président, il y en a certains qui disent, au fond, cette somme importante que pourrait apporter l'Europe, elle pourrait servir soit à l'indemnisation, soit même vous permettre d'acheter un bateau. Oui, non, mais écoutez, d'abord, je dois vous dire que cette somme, moi, je ne crois pas. Oui, non, mais écoutez, d'abord, je dois vous dire que cette somme, moi, je ne crois pas qu'avec 3 millions d'euros, on puisse renflouer ce bateau. Parce qu'à ce moment-là, je ne l'aurais pas demandé à l'Europe. J'aurais sorti l'argent sur les caisses de l'État. Je ne crois pas. Parce que je me suis renseigné. Nous avons eu l'intervention d'un Américain. Qui se trouvait donc, qui est venu répondre à notre secours et qui nous a indiqué des cas similaires qui s'étaient passés aux États-Unis. Nous avons demandé quelques renseignements. Il semble qu'il faille beaucoup plus d'argent que ça. Parce qu'il y a des risques aussi de désintégration de la coque. Ce que dit le plongeur Aïda. Le plongeur Aïda, il faut des techniques ou alors sortir les morceaux et les reconstituer. Il y a tout cela qui se pose. Mais je voudrais dire simplement en un mot, moi je suis d'accord pour que cela soit renfloué. La seule chose que je dis, c'est que si les estimations qui m'ont été données sont les bonnes, l'État du Sénégal n'est pas en mesure de faire face financièrement à cette opération. Les députés européens m'ont rassuré que tout ce qu'ils voulaient, c'est l'accord de l'État du Sénégal et qu'ils étaient en mesure de créer une commission qui rechercherait les moyens techniques et financiers pour renflouer. J'ajoute simplement que, encore une fois, il faut que l'association des victimes soit d'accord sur cette opération. Alors, Monsieur le Président, nous arrivons presque à la fin de cette émission exceptionnelle que nous avons réalisée ici avec vous à Dakar. Lors de votre campagne électorale, lorsque vous avez été élu président de la République, vous avez parlé de ce mot de Sopi, du changement. C'était le mot changement. Plus que jamais, un an après le Jola, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'il y a beaucoup de chemin à faire pour changer les comportements? Non, tout fait, j'en suis tout à fait conscient. Vous savez, au fur et à mesure qu'on avance, on se rend compte. Les changements s'opèrent, je ne dirais pas superficiellement. Je ne sais pas, c'est pas superficiellement, elles peuvent s'opérer à un certain niveau sans atteindre tous les niveaux, et c'est là. Qu'il y ait un changement dans le comportement des Sénégalais aujourd'hui, c'est une réalité.
Les Sénégalais ont plus confiance en eux, ils sont plus entreprenants, ils réussissent dans beaucoup de domaines, pas seulement dans le football. Il y a donc le goût au travail. Est-ce qu'il y a un Sénégal d'avant Jola et un Sénégal d'après Jola? Mais je voudrais vous dire que, malgré tout, je ne dis pas que tout changement est intervenu. Loin de là. Et on s'en aperçoit. Plus on va plus profondément, plus on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé et qui auraient dû changer. Notamment dans les comportements. Même après le Jola, quand j'ai fait une déclaration mettant en cause notre comportement parfois inconscient, mais dans les jours qui suivent, il y a eu des changements dans les comportements. Si quelqu'un s'avisait de rentrer dans un car rapide, transport public, avec un surplus de passagers, les gens le sortaient. Quand quelqu'un violait le code de la route, on intervenait pour lui dire, etc., etc. Mais après, ça a repris. Parce que le fond n'a pas changé. Mais ce fond-là, pour le changer, il faut du temps, il faut des actions. Et ce n'est pas aussi simple qu'on le dit. Je sais que je dois y parvenir et j'en ai parfaitement conscience. Je voudrais vous remercier, Monsieur le Président, d'avoir accepté de participer à cette émission. Je sais que c'est un sujet qui est encore très à vif ici au Sénégal, mais il m'a semblé intéressant de refaire cette enquête. Je voudrais remercier celles et ceux qui nous ont permis de le faire, aussi bien les rescapés que les familles de victimes. Et puis je voudrais aussi simplement dédier cette émission à notre confrère de RFI, Jean Hélène, qui a été assassiné à Abidjan hier. Merci d'avoir suivi Rideau Rouge.